Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monique Chim avec l'agence Moneymakers. Aujourd'hui, nous sommes avec Ludovic Butiens, Chief Marketing Officer chez Kernial Group. Bonjour Ludovic, comment vas-tu? Bonjour Moni, très bien, merci et toi? Ça va très très bien. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Je vais te laisser te présenter auprès de l'audience. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi aujourd'hui de participer au podcast Marketing B2B. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai 15 ans d'expérience en marketing, B2C et B2B, et principalement B2B depuis plusieurs années. Donc le marketing B2B, c'est ma day-to-day life. C'est un domaine qui est plein de challenges, qui est plein d'actions marketing à réaliser, qui nécessitent des innovations qui sont perpétuelles. Bref, pour moi, c'est un domaine qui est inspirant et qui est vraiment motivant. Alors, pour retracer mon parcours, j'ai commencé ma carrière en faisant mes classes en B2C chez SFR, après une école de commerce, en tant que chef de produit, chef de marché, et en travaillant sur une variété de problématiques, que ce soit d'acquisition, d'augmentation d'ARPU, de fidélisation, de rétention, mais aussi autour de problématiques un peu plus larges de communication sur les différents parcs de clients SFR, de big data aussi et de performance commerciale avec les espaces SFR, donc plutôt orienté B2B sur cette dernière mission. J'ai également été consultant par la suite en marketing télécom pendant quelques années et ces deux expériences ont vraiment développé en moi, si tu veux, l'envie de m'orienter davantage sur le B2B. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre le groupe télécom japonais NTT Communication auprès de sa filiale française. Et j'étais alors responsable du marketing produit au niveau monde et au niveau Europe. Et plus précisément, j'étais en charge de la stratégie go-to-market d'un portefeuille de 10 produits internes et externes et partenaires, tels que Cisco Webex ou Adobe Connect, et de l'enablement d'environ 200 personnes donc sur ces thématiques, que ce soit sales, marketing ou CSM. Et j'ai travaillé sur des problématiques de positionnement de produits, de pricing, de discount policies et de lead generation. Donc au travers de ces expériences, j'ai souhaité me focaliser sur la collaboration digitale à la fin de cette expérience chez Arcadin, sur la tech, sur des structures plus agiles et puis la French Tech est suffisamment riche en France pour pouvoir se développer un peu, s'épanouir dans ce domaine-là. Et j'ai découvert la construction tech et notamment le retard du secteur en termes de transformation digitale. Donc j'adore le challenge, donc moi c'est quelque chose qui m'a attiré tout de suite et j'ai su qu'il fallait que je travaille sur ce secteur-là. Et donc c'est vraiment un secteur qui est en retard en termes de transformation digitale parce qu'une étude McKinsey de 2015 évaluait le niveau de transformation digitale par secteur d'activité et positionnait le secteur de la construction avant-dernier, juste avant le secteur de l'agriculture et de la chasse. Donc c'est pour dire un petit peu tout ce qu'il y a à faire dans ce secteur-là. Super challengeant. Et donc j'ai rejoint Finalcad où j'ai pris la direction de l'équipe marketing produit et j'ai eu la chance d'évoluer sur différentes problématiques, marketing produit et marketing au sens plus large, en gérant notamment la stratégie de contenu lead gen, en lançant des nouveaux business models de souscription aux users par mois comme on peut le voir dans différents modèles B2B voire B2C. Et en lançant ensuite un modèle freemium qu'on voit plus en B2C et qui s'est développé depuis ces dernières années en B2B également. Et enfin, et c'est le cœur du marketing et de la stratégie globale d'entreprise, j'ai également pu opérer un repositionnement total de marque. Et tout ça pour arriver aujourd'hui en tant que CMO, comme tu l'as présenté, au sein de Kernial Group, qui est une aventure humaine et professionnelle qui est extraordinaire. C'est aussi l'occasion pour moi de déployer des stratégies marketing que j'ai éprouvées par le passé et d'élargir mon périmètre tant en termes d'action marketing que de cible de clients. En fait, on accompagne des acteurs qui sont issus de secteurs d'activité très variés tels que la construction, donc que je connaissais un petit peu auparavant, mais il y a aussi l'industrie pharmaceutique, la chimie ou encore l'automobile. Et notre mission consiste à permettre à nos clients de générer de la valeur grâce à l'exploitation des données de leur actif immobilier et aussi de digitaliser le suivi de toutes les interventions qu'ils peuvent réaliser sur le terrain. Alors la première fois qu'on a parlé ensemble, on a discuté branding et positionnement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ces concepts selon toi? Ouais, avec plaisir. Ouais, c'est un domaine, c'est une problématique que j'aime beaucoup, que j'ai travaillé à plusieurs reprises.
Donc le positionnement, c'est vraiment l'essence d'une stratégie d'entreprise. Définir son positionnement de marque, en fait, c'est définir sa stratégie de conquête de marché afin d'obtenir, et c'est ça qui est le plus important et qui est le plus difficile à obtenir, c'est une parfaite adéquation entre la valeur qui est fournie par l'entreprise et la valeur qui est perçue par le client. On peut parler de positionnement originel qui est assez naturel quand on lance une entreprise, une start-up par exemple, on sait pourquoi on le fait. Donc c'est assez aisé, assez naturel de définir tout ça. Maintenant, il arrive souvent qu'au bout de quelques années, en fait, on souhaite retravailler ce positionnement parce que la marque a évolué, parce qu'il y a une croissance sur l'activité, une croissance du marché, et on souhaite s'adapter au marché et dynamiser la structure, scaler le business. Donc, on parle beaucoup des scale-up en France. C'est notamment une des étapes pour arriver bien souvent à ce niveau de scale. Donc, c'est l'affinement vraiment de ce positionnement qui est le plus complexe et donc il y a 3 éléments majeurs qui sont à étudier dans le cadre d'un repositionnement de ce type-là. C'est travailler sur les attentes des clients et des prospects, travailler sur les différenciateurs des produits et des services qu'on délivre et sur les avantages compétitifs des offres. Donc la définition du positionnement, ça permet de partager un ensemble de guidelines à appliquer sur toutes les actions qui sont réalisées par l'entreprise et au sein de tous les départements de l'entreprise. Il peut souvent se résumer en une courte phrase, synthétisant les points que j'ai évoqués juste avant. Mais en tous les cas, c'est vraiment ça le point important, c'est que ça doit vraiment driver toute l'entreprise dans une même direction. Donc on travaille sur un certain nombre d'éléments, si tu veux, pour définir ce positionnement. Le premier, c'est la mission. C'est le cœur de l'entreprise, c'est sa raison d'être. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée, la raison de sa création, la raison de sa croissance aussi, et la valeur ultime qu'on souhaite fournir aux clients. Après, il y a aussi une notion de vision à établir. Et c'est vraiment un travail, ces différents exercices sont vraiment des choses à définir avec les C-level, avec les dirigeants des différents départements, avec d'autres personnes plus opérationnelles aussi. Mais la vision va être plus dans la stratégie long terme. Donc on va se projeter à 3 ans, à 5 ans. On a une vision d'où va le marché et on sait comment on veut y répondre. Donc c'est vraiment la conviction des stratèges de l'entreprise, la connaissance des orientations du marché, des challenges qui sont associés et de la manière dont on peut accompagner nos clients à travers cela. Après, alors je vais avoir pas mal de termes un peu barbares, hein, tu t'en doutes, mais on a aussi l'USP qui est l'Unique Selling Proposition, qui est un point important à déterminer. Et plus les phrases sont concises, plus il est difficile de les écrire. C'est assez paradoxal, mais voilà, faut choisir les bons mots justes. Et là, il s'agit vraiment d'une description très succincte, claire et attractive de la valeur qui est fournie par l'entreprise. Et grâce à l'USP, en une phrase, en fait, un prospect doit comprendre ce que l'entreprise délivre et pour quelles raisons il a intérêt à utiliser ses produits ou ses services plutôt que ceux d'un concurrent, par exemple. Et c'est d'ailleurs la phrase qu'on utilise souvent sur la homepage de son site internet, en première accroche, en première description, qui va vraiment permettre en 30 secondes de comprendre ce que fait l'entreprise. Ouais, on parle aussi d'UVP, USP, UVP. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose. Certains disent que c'est différent. Oui, exactement. Alors, ça peut être, il peut y avoir plusieurs appellations, c'est vrai. Après, on retrouve de manière assez générale ce terme USP pour décrire ce type de descriptif d'entreprise, ce type de valeur qui est divulguée par l'entreprise sur le marché. Mais effectivement, on peut la retrouver par d'autres appellations. On peut aussi retrouver USP qui va décrire d'autres types de notions, notamment sur la partie commerciale. Donc ça s'entend tout à fait, ouais, effectivement. Après, on peut parler aussi de la tagline. La tagline qui est en quelques mots, en 2, 3, 4 mots, le slogan un petit peu de l'entreprise, ce qui va être facilement mémorisable, ce qui peut être assez décorrélé. Enfin, on peut penser celui qu'on va tous avoir en tête, c'est Nike, Just Do It. Voilà, on est un peu dans le même ordre d'idée et ça va être vraiment un différenciateur aussi de l'entreprise.
Après, ce qu'on va définir quand on opère un nouveau positionnement, quand on affine le positionnement, ça va être aussi, alors, et là d'ailleurs, tu pourrais aussi me poser la question parce qu'il y a de nombreuses appellations pour ça. Alors moi de mon côté, j'appelle ça le storyboarding, c'est-à-dire qu'on raconte toute l'histoire de l'entreprise et de quelle manière on la présente, et on le tourne de différentes manières. Ça peut être présenté de manière très générale, ou ça peut être aussi présenté par secteur d'activité. Donc par exemple, dans notre cas, quand on va présenter Carnial Group auprès d'une industrie, d'un acteur du rail ou d'un acteur de l'industrie pharmaceutique, on va présenter l'entreprise différemment en mettant en avant différents éléments, différents atouts. Donc le storyboarding, c'est vraiment la compilation, le listing et la description de l'entreprise sous différentes formes. Et donc, du coup, c'est plus qu'on va faire rentrer dans le à propos de nous. Voilà, exactement. Du coup, le à propos va être très générique, va être unique pour tous les secteurs d'activité et pour toutes les cibles également. Et là, ça va être effectivement le à propos, comme tu dis, un boilerplate, un à propos, un petit paragraphe de 100 mots maximum qui permet aussi de décrire l'entreprise pour les journalistes. Ça va être la cible principale. Ils n'ont pas le temps d'aller sur les sites internet, d'aller dans les détails de la description de toutes les entreprises. Donc, ils ont besoin de ce type de présentation très très courte. Et ça va être aussi ce qu'on peut mettre sur des brochures corporate, sur différents supports. Du coup, une fois qu'on a fait ce positionnement-là, qu'est-ce qu'on en fait de ça en fait? En fait, c'est vraiment le cœur de l'entreprise, comme je le disais juste avant, et ça va permettre d'orienter toutes les décisions stratégiques de l'entreprise et toutes les actions opérationnelles aussi qui vont se baser sur ces guidelines. Et en fait, très simplement, ça permettra de répondre à la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on cible ces entreprises? Pourquoi est-ce qu'on développe ces fonctionnalités très précisément? Pourquoi est-ce qu'on propose ce prix pour nos services, pour nos solutions? Pourquoi est-ce qu'on crée ce type de contenu marketing? Pourquoi est-ce qu'on utilise ces mots très précisément dans un discours commercial? Ça va vraiment permettre d'orienter toutes les actions qui sont réalisées dans l'entreprise et d'unifier tous les collaborateurs, toutes les équipes dans cette même direction. Donc ça, c'était plus pour la partie positionnement. Et puis tu me parlais également du branding. Alors le branding ou le rebranding en fonction du stade auquel on se situe, c'est vraiment un élément de ce positionnement qui va venir compléter et refléter surtout ce positionnement à travers tous les éléments d'identité de marque qu'on va mettre en place et qui va permettre aussi de renforcer l'expérience émotionnelle qui est liée à celle-ci. Parce que on touche ici avec un logo, avec des couleurs, avec un nom bien particulier, on va venir refléter ce qu'on souhaite faire percevoir aux clients, aux prospects sur le marché de notre entreprise. Donc il y a ce logo qui doit être symbolique de l'activité ou très mémorisable en fonction de l'objectif aussi, ça peut être différent. Les couleurs qui vont jouer un rôle très important. C'est vrai pour avoir opéré des rebrandings, avoir expliqué tout le rationnel qu'il y a derrière ce type de sujet que sont les couleurs, c'est un point sur lequel j'adore parler en fait, parce que quand on passe d'un bleu à un orange par exemple, quand on connaît pas vraiment le sujet, on va se dire bon bah c'est une nouvelle couleur, ok c'est pour ça. Non, en fait il y a vraiment des raisons, il y a une symbolique derrière chaque couleur qui va déclencher des réactions émotionnelles, que ce soit des réactions dynamisantes comme du orange, des des émotions plus structurantes comme du bleu, des émotions plus naturelles comme du vert. Voilà, c'est pas pour rien si tous les magasins bio ont un logo qui est plus vert en couleur majeure, c'est parce que forcément derrière il y a une signification. Ça me rappelle le rebranding de McDo. Avant c'était tout rouge et après ils se sont dit on va mettre du bois, on va mettre du vert. Ouais, c'est un bon exemple parce que c'est vrai qu'ils ont complètement changé leur univers intérieur, leur univers de marque aussi, et ils le mettent en avant aussi au travers de la qualité des produits qu'ils veulent promouvoir, de ce qu'ils cuisinent, etc. Donc c'est effectivement un très bon exemple. Ouais. Après, concernant le rebranding, on peut aussi parler de ton employé qui va aussi avoir un impact.
le fait de tutoyer, par exemple, les personnes sur le site internet. C'est le cas de certaines marques qui se veulent très proches de leurs consommateurs. Alors, on va plus voir en B2C qu'en B2B, mais néanmoins, c'est un des éléments du branding. Donc, le ton qui est employé, la construction de phrases, est-ce qu'on est sur des phrases à l'impératif, à l'infinitif, des phrases nominales, etc. Ça aussi, ça va jouer, ça va refléter le positionnement qu'on souhaite donner. Et les images également, ça va être aussi un point de détail, mais par exemple, dans mon activité, on cible des personnes qui vont se situer plus au siège dans un bureau et d'autres qui vont être sur des chantiers. Certains qui vont avoir un profil plus IT, d'autres un profil plus opérationnel. Et en fonction des images qu'on utilise, on va susciter pareil des émotions à travers le site internet, les présentations commerciales qu'on fait, qui vont être différentes. Donc ça joue en fonction des cibles, mais ça peut aussi jouer en fonction de la position qu'on veut se donner. C'est-à-dire, par exemple, on va utiliser une image d'un building. Si on utilise une image en vue horizontale, plan pile en face du building, on va avoir un autre impact que si on se situe en bas de celui-ci et qu'on vise vers le haut, qu'on a une photo qui vise vers le ciel. On va agir différemment et ça va être complètement le reflet du positionnement. Et donc tout ça synthétisé dans des brand guidelines, un brand book qui va permettre autant en interne qu'en externe auprès de partenaires de maintenir cette cohérence. Et donc, enfin, tu l'auras compris, je pense que tout le monde l'aura compris, pour pouvoir déployer un branding qui soit cohérent, il est indispensable d'avoir un positionnement clair, de savoir exactement où on veut aller et pourquoi est-ce qu'on veut aller dans cette direction. On voit qu'il y a une vraie approche rationnelle par rapport au branding. C'est pas juste on va prendre des couleurs au hasard, on va prendre des photos et les balancer sur le site et ça va faire joli. Ok, merci d'avoir expliqué par rapport au branding et au positionnement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment on définit correctement le branding et le positionnement dans le cadre d'une stratégie marketing? J'en ai parlé un petit peu dans les grandes lignes. Maintenant, plus concrètement, comment ça se met en place? Alors, c'est un travail de plusieurs mois en général, qui est fait quand on veut vraiment aller au cœur des choses et qui nécessite l'implication d'un grand nombre d'intervenants, que ce soit interne ou externe, parce que le point névralgique de la stratégie de positionnement, mais j'ai envie de dire aussi de toute stratégie d'entreprise, c'est comme son nom l'indique, de définir une stratégie. Alors ça peut paraître simple de dire ça comme ça, mais c'est d'autant plus important sur un marché comme celui sur lequel, en tout cas, j'évolue de mon côté, qui est le marché de la French Tech, qui est ultra dynamique, que ce soit en B2C ou en B2B. Les clients font évoluer leurs tendances de consommation, leurs activités professionnelles, les outils qu'ils utilisent, vitesse grand V. Donc il faut s'adapter très vite. Et il faut faire intervenir il est nécessaire de faire intervenir dans cet exercice un grand nombre de sachants, autant internes qu'externes. Donc le premier point, comme je disais, c'est définir sa stratégie. C'est pas toujours évident, ça change beaucoup au fur et à mesure des années. Enfin, quand on est sur une start-up, par exemple, qui a 3 ans, alors c'est pas mon cas, mais on se doute bien que des guidelines ont été définies, mais que ça a pu être mouvant par moment et évoluer bien sûr au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, de l'évolution du marché. Donc cette stratégie à 3 ans, par exemple, avec des étapes intermédiaires à 1 an, à 2 ans, ça se définit au niveau C-level, voire au niveau CEO plus actionnaire en fonction des structures. Mais de manière plus détaillée, je dirais qu'il est nécessaire de réaliser une étude sur différentes thématiques majeures. Ça passe par des workshops internes, par l'étude de reports, d'analyses qui sont faites, qu'on va trouver tout simplement sur Google et sur les sites d'analyse McKinsey, Forrester, Gartner, etc., EY, Co. Et on va éplucher du contenu, on va se documenter, se faire une idée du marché. Et le plus important à la fin, c'est de valider ça avec les personnes les plus concernées, c'est-à-dire les clients existants. Donc si je devais phaser un petit peu et puis décrire concrètement comment ça se met en place, il y a tout d'abord une analyse de marché à réaliser, une analyse qui nous permet de voir en fonction de notre scope national ou international
quelle est la valeur, quel est le volume du marché, pour notamment évaluer après les revenus potentiels qu'on va dégager de notre offre et de nos ventes. La segmentation du marché aussi, sa croissance, est-ce qu'on est dans un marché qui est en phase de croissance, de maturité, de déclin? Le niveau d'innovation aussi, pour savoir à quelle vitesse est-ce qu'il va falloir faire évoluer cette stratégie. Après, il y a toute la partie concurrence. J'ai parlé beaucoup d'avantages compétitifs, de différenciateurs auparavant, et c'est vraiment un point clé. Donc, savoir définir toutes les fonctionnalités clés que possède notre produit ou nos services aussi, la valeur ajoutée de nos services, et les comparer aux concurrents, c'est vraiment un point qui est indispensable. Et donc, pour arriver à ces descriptifs de produits, de services, ce qui est important, c'est toujours de faire ressortir la valeur. C'est un point clé. C'est pourquoi est-ce qu'on développe cette fonctionnalité? Pourquoi est-ce qu'on propose ce type de service? Parce que derrière, il y a une attente, il y a un besoin, et on va apporter une réponse, et il faut que la perception soit équivalente. Et puis on est sur un marché où il y a beaucoup de concurrence aussi, de manière générale. En tout cas, dans mon cas, c'est plus de 400 concurrents au niveau international. Donc, il faut savoir se différencier, créer des différenciateurs, aller répondre à des besoins clients avec des fonctionnalités bien précises, et savoir aussi, alors ça c'est plus pour la partie marketing après, mais savoir quels sont les ROI que les clients vont tirer d'une fonctionnalité, d'un produit, d'un module, etc. Pour pouvoir les challenger sur ces points-là, valider avec eux qu'ils ont bien obtenu le retour d'investissement qu'ils attendaient, et puis apprécier les solutions qu'on propose. C'est travailler aussi sur les business models, les challenger. Est-ce que le business model qui est en place correspond vraiment aux besoins de nos clients, en termes de, par exemple, si on passe à un modèle par souscription, par utilisateur par mois, il y aura une grande facilité de budgétisation du service qu'on va proposer. Donc, si c'est ce qu'attendent les clients, c'est très bien. S'ils veulent plus du one shot, c'est peut-être un autre business model. Donc, c'est vraiment à définir. Avec aussi la partie pricing produit, parce que on dit souvent qu'un produit rare est cher. Voilà, il faut choisir. Est-ce qu'on se positionne sur du bas de marché, sur du milieu de marché, sur du haut de marché, et être vraiment raccord entre sa pricing policy, sa discount policy, c'est-à-dire que si on arrive à faire devant un prospect, à faire une première propale avec 50% de discount, il y a un problème. À moins que ça soit vraiment un cas très particulier, avec un cas client, avec énormément d'utilisateurs, un contrat cadre, etc. Mais de manière générale, si le prix est bien positionné, même s'il y aura toujours du discount, on va pas monter dans des seuils complètement démentiels dès le premier meeting, sinon c'est qu'on a un mauvais positionnement de prix. Et après, il y a tout ce qui est aussi études qualitatives via des interviews de clients qui peuvent être satisfaits. J'ai fait cet exercice précédemment, et c'est vrai qu'on peut avoir des belles surprises parce qu'il y a des réponses auxquelles on ne s'attend pas. Un type de service, par exemple, que le client va mettre en avant, où il va dire je sais que ces équipes m'accompagnent énormément et ça a fait toute la différence avec d'autres. Et c'est souvent sur des entreprises plus, alors même si on dit SaaS, Service as a Software, mais néanmoins qui commercialisent des produits, des applications, des fonctionnalités, etc. Le service est pas souvent mis très en valeur sur la proposition de valeur, et on voit souvent que dans le cadre lorsqu'on arrive à affiner un positionnement de marque, d'entreprise, on arrive à mettre plus en avant le service, ce qu'on faisait moins auparavant. Et puis savoir quels sont les usages en termes plus quantitatifs, en termes de mix, ce que les clients utilisent le plus, aussi par zone géographique. Et puis analyser le dernier point, c'est vraiment analyser le comportement des clients pour créer des buyers personas, et avec toute cette compréhension qu'on s'est constituée sur nos cibles en fait, établir des profils types qui vont décrire de manière plus générale la personnalité des acheteurs potentiels, leur influence interne, externe, leurs objectifs perso, professionnels, leurs critères de choix dans une solution, de quelle manière, quel va être leur processus d'achat. Donc tous ces éléments-là mis bout à bout vont vraiment nous permettre de définir ce positionnement
Et puis, si on veut le faire de manière, on va dire, très, je voulais dire scolaire, c'est pas un mot qui est très positif, mais très poussé, on va dire plutôt, tu comprendras bien que tous ces éléments-là, bout à bout, on arrive sur un travail de plusieurs mois pour arriver à une solution satisfaisante. Ouais. Non, mais bien sûr, bien sûr. En fait, moi, j'ai pu voir que beaucoup d'entreprises, elles avaient un peu de mal à faire correctement leur étude de marché, et surtout au niveau de la définition des personas. Comment ça se fait selon toi? Ouais, alors c'est un super c'est un super exercice à faire, hein. Je parle personnellement, mais c'est un exercice que j'adore. Le définir les personas, c'est vrai que c'est pas évident. En fait, quand on peut parler de buyer persona ou du user persona, qui vont être deux choses différentes, mais dans la mesure où on parle de buyer persona, on va parler d'un profil virtuel. Donc on va personnifier un groupe de personnes, alors souvent en leur donnant un nom et un adjectif, ou un prénom et un adjectif qui est caractéristique de sa personnalité, qui va permettre de le reconnaître et qui va représenter tout un segment d'acheteurs potentiels. Donc ils peuvent avoir des métiers différents, ils peuvent évoluer dans des secteurs différents, ils peuvent avoir des parcours de carrière différents, mais finalement se retrouver au travers de leurs objectifs professionnels, de leurs attentes, de leurs influences, de leur processus d'achat. Après, comme tu dis, c'est vrai que on peut souvent noter des erreurs dans l'approche qui est faite des buyers persona. Ça peut être, je parlais des user persona, ça peut être confondre ces deux parties-là, donc confondre user et buyer. Ça peut être aussi souvent parce qu'on définit des buyers persona par secteur ou par intitulé de poste. On va dire par exemple, alors je prends un exemple très large, mais ça pourrait être des talent acquisition managers. Voilà, un talent acquisition manager, on pourrait pas dire que c'est un buyer persona en fait, parce que là on est sur un intitulé de poste, et cette personne qui a ce métier peut avoir des objectifs qui sont complètement similaires à une personne qui exerce une profession complètement différente. Donc il y a cette première notion. Après, il y a aussi le fait de confondre les bailleurs et les prescripteurs. Quand on est sur des sales cycles qui sont assez longs, de plusieurs mois, on rentre pas forcément toujours par le bailleur. Il peut arriver assez souvent de passer par des prescripteurs qui sont tout aussi importants et qui vont faire une partie du travail pour arriver au closing du deal, mais néanmoins ce ne sont pas les mêmes personnes. Un autre point, ça peut être qu'on sait pas forcément, on sait qu'on a envie de faire des buyers persona, mais on sait qu'il faut le faire, mais on sait pas vraiment comment les utiliser par la suite, pourquoi on le fait réellement. Et c'est vraiment un sujet clé, les buyers persona, donc il faut vraiment savoir pourquoi on le fait pour pouvoir bien le mettre en application derrière, ou tout simplement parce qu'on ne fait pas de buyer persona. Et là, ça pourrait être le cas le plus flagrant. Et du coup, pourquoi, selon toi, c'est indispensable de bâtir des buyers personas? C'est vraiment indispensable, et le premier point, ça serait vraiment de définir la stratégie de contenu en fait. Toute la stratégie de contenu va être basée sur ces personas. Donc par extension, derrière, en allant vite, c'est générer du business. Donc en gros, si on a le bon contenu, on va générer plus facilement des MQL, on va alimenter le pipe commercial avec des leads de meilleure qualité, donc on aura un meilleur taux de transformation entre les MQL et les SQL, et puis un meilleur taux de transformation jusqu'au closing à la fin. Donc ça va sans dire en fait, mais c'est mieux en le disant aussi. C'est tout ce qu'on fait en marketing, c'est pour générer du business. C'est pas pour la beauté du geste. Donc le bénéfice de cette démarche, c'est vraiment de partager du contenu sur le canal qui sera suivi par un buyer persona, en utilisant un type de contenu qui va l'intéresser et en promouvant les avantages des solutions qui vont l'intéresser aussi. Alors si je caricature par exemple, pour donner un exemple opposé de quelque chose qui ne fonctionnerait pas, si on décide d'envoyer un white paper de 60 pages à un CEO qui est booké de 6h du matin à 22h le soir, en le tutoyant, en lui envoyant un email à 10h le matin quand il fait sa revue d'activité avec tous ses directeurs de département, là on a de bonnes chances de rater. Ouais.
ça fonctionnera pas. Donc, si on a bien défini le profil de la personne, son cadre d'activité, ses objectifs, etc., ça sera beaucoup plus facile. Donc, par exemple, si un exemple qui va être plus une réussite, en tout cas dans ce que j'ai pu apprécier de mon côté, c'est on va contacter une personne en lui envoyant une vidéo de témoignage client qui va lui permettre de se projeter immédiatement dans l'utilisation des solutions, qui va durer 1 minute 30 à 2 minutes parce qu'à 8 heures du matin, il a déjà 100 mails, donc il n'a pas le temps de regarder ce genre de choses pendant 10 minutes, qui opère sur le même secteur que le prospect qu'on va cibler avec ce contenu, qui affiche des gains chiffrés en les mettant en avant très clairement et qui va se dire ouais, ok, je vois qu'avec cette solution, je peux gagner du temps, je peux gagner de l'argent, je peux améliorer mon activité, en poussant vraiment les fonctionnalités qui sont clés dans le message qu'on va lui mettre avec tout ça, et en lui envoyant par exemple à 19h quand il est en train de trier ses mails de fin de journée, qu'il a plus les équipes qui lui sautent dessus avec des questions, des problèmes à résoudre, etc. Et là, on peut dire que vraiment, on met toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne derrière. Donc, c'est vraiment important d'avoir créé ces buyer personas, d'avoir défini le cadre de chacun. Et donc, de mon côté, j'ai réalisé l'exercice et je l'ai fait avec la méthode Job to be done, qui est, je trouve, une super technique. En fait, dit simplement, ça signifie que chaque produit ou chaque service est acheté pour réaliser une tâche et pas pour le produit lui-même ou pas pour le service. On n'achète pas des fonctionnalités d'une application, on achète ce que ça va nous permettre de faire. Et si je prends un exemple assez générique, c'est l'exemple de la perceuse visseuse que j'aime bien citer assez souvent. C'est une méthode assez simple qui explique que quand on achète une perceuse visseuse, on l'achète pour décorer son appartement avec un nouveau cadre. Qui va être accroché en 30 secondes parce que le produit est performant. On l'achète pas pour faire un trou, en fait, à moins qu'il y ait des personnes qui aient un hobby d'aller faire des trous partout dans les murs, mais sinon c'est vraiment parce qu'il y a une raison d'être derrière, donc c'est vraiment la raison pour laquelle on va souscrire à une application, un produit, un service. Donc en fait, ce qui est extrêmement important, c'est une vraie connaissance client, une vraie connaissance en fait du quotidien de ton client. Donc du coup, tu vas parler de ce CEO que tu peux juste atteindre à 19h. Je sais pas, j'imagine que tu as dû faire des interviews clients, tu as dû leur demander un peu leurs habitudes, comment se passait leur journée. Enfin, tu peux peut-être te dire un peu sur ça. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est important de faire une analyse quantitative et qualitative également. Donc, aller étudier quel va être le parcours professionnel, ça se fait assez rapidement. C'est-à-dire qu'en 10-15 questions, on peut avoir un bon aperçu à partir du moment où on arrive à cibler différentes personnes qui ont les mêmes fonctionnalités, qui ont les mêmes le même type d'objectifs vraiment, qui vont avoir des objectifs similaires, et qu'on puisse les regrouper ensemble, ou même sans rentrer par ça, et c'est une démarche qu'on peut avoir a posteriori une fois qu'on a les réponses. Mais en 10-15 questions, en 15-20 minutes, on a un bon aperçu des objectifs d'une personne, de ses critères d'achat et une bonne visibilité. Et en fait, on se rend compte que vraiment, il y a une vraie nécessité d'avoir ces buyer personas parce que le message est complètement différent. On va pas du tout mettre en avant les mêmes aspects. C'est d'ailleurs des personnes qui vont se retrouver plus ou moins longtemps à certaines étapes du funnel marketing. Par exemple, pour citer un exemple dans mon domaine d'activité, des personnes qui vont être plus au niveau DSI, IT, vont aller plus dans la comparaison de fonctionnalités, dans l'étude approfondie. Donc par exemple, un white paper, ça va être un type de contenu qui va potentiellement les intéresser, qui n'intéressera pas du tout les autres buyer personas. Donc il faut vraiment savoir cibler ces différentes actions, ces différents contenus, et à partir du moment où on va vers un client, on sait que ça se passe bien avec lui, on prend 15 minutes pour prendre un retour d'expérience, pour savoir comment il fonctionne, avoir ses intérêts. C'est un peu comme tu disais précédemment, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est intéressant pour le client de partager sa satisfaction, ce qu'il attend vraiment de la solution et comment est-ce qu'on peut l'aider davantage. Et c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de réutiliser et puis de lui écrire d'une manière encore plus appropriée par rapport à ce qu'il attend. Dans le cadre du marketing B2B en général,
Est-ce que tu peux nous donner un top des erreurs les plus courantes que tu vois le plus souvent et ce que tu recommandes de faire à la place? De manière générale, bon, je vais mettre un petit biais et être peut-être un petit peu plus sur le positionnement parce que c'est ce qui peut me sauter aux yeux assez rapidement pour avoir pas mal travaillé sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ça va avoir des impacts sur tout le marketing. Donc, pour répondre à ta question, mais ça va être surtout quand on voit une incohérence entre l'offre, le discours et le positionnement. Par exemple, je parlais tout à l'heure de prix à élever qui va plus être symbole de rareté ou de complexité, etc. On peut avoir un prix élevé sur un produit ou un service qui est facile à produire, qui est facile à délivrer. Et dans ce cas-là, il faut que le positionnement soit aligné. C'est-à-dire que si on est sur du SaaS, qu'on a un prix très élevé, qu'on a un messaging qui est uniquement axé micro-fonctionnalité, et puis une image de marque qui est plus entrée de gamme, super friendly, super proche du user, il y a un problème. Ça va pas fonctionner en fait. On va récupérer soit une cible, soit une autre, mais il y aura un manque de cohérence qui fait qu'on va pas maximiser l'impact qu'on va avoir. Donc ça peut être un premier point qu'on peut déceler de manière assez récurrente. Après, il y a aussi un point qui est assez important. Alors là, peut-être un peu plus creuser, mais c'est le fait de pas assumer la valeur qu'on apporte au marché. Euh, c'est ok d'être basé sur l'entrée de gamme en fait. À partir du moment où on fait son business, qu'on fait son chiffre, qu'on a une croissance qui est satisfaisante, qui répond aux objectifs, il n'y a pas de mieux ou de moins bien en fait entre de l'entrée, du milieu ou du haut de gamme. C'est juste un fonctionnement différent et il faut l'assumer et il faut aller à fond dans ce qu'on fait le mieux. Donc si c'est de l'entrée de gamme, comme ça peut être le cas par exemple, je pense à des enseignes de prêt-à-porter, et ben autant y aller à fond et puis devenir le meilleur dans son segment en fait. Donc ça c'est super important. Et puis pour rejoindre un petit peu ce que je disais auparavant, mais il y a un triptyque qui est fondamental à mon sens dans tout ce qu'on fait dans le marketing. Alors peut-être un peu plus B2B, mais bon, ça reste néanmoins quelque chose de clé. C'est faire valoir de manière égalitaire le triptyque client, produit slash service et vente. C'est-à-dire que si on met en avant uniquement le produit, uniquement des fonctionnalités, mais qu'on n'a pas réfléchi en amont à la valeur de pourquoi est-ce on diffuse ce produit, qu'on développe ces fonctionnalités, il y a un souci. Si on développe des fonctionnalités qui vont pas être génératrices de business derrière, il y a un souci. Si on fait de la vente à outrance, mais qu'on n'a pas la réponse en termes de fonctionnalité ou que ça correspond pas à un besoin client, mais qu'on est très fort en vente, il y a un souci aussi. Donc au final, l'équilibre entre ces trois éléments, client, produit slash service et vente, il est indispensable. Et c'est ce qu'on peut voir assez souvent. Tu vois, par exemple, quand je suis arrivé sur le secteur de la Context, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient vraiment axés fonctionnalité, qui étaient axés sur le produit et qui étaient peu axés sur la valeur client. Ça tend à changer avec la croissance du marché qui se développe. Mais ça reste un point assez important. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de tactiques ou de canaux d'acquisition client que tu trouves efficaces en B2B? Oui, alors c'est une question assez large. Merci Moni, t'essayes de me piéger là en fait, c'est ça? Non, alors je veux pas faire une réponse à la normande, mais toutes les stratégies d'acquisition sont complémentaires à mon sens, c'est-à-dire qu'on peut pas faire l'une sans l'autre. On peut faire après mettre un focus plus particulier. De mon côté, je le fais plus par moment, ou en tout cas en allant vraiment creuser au maximum les possibilités dans un secteur puis un autre. Mais néanmoins, elles sont toutes indispensables. Donc ça pourrait être réseaux sociaux, SEO, SEA, etc. Mais dans tous les cas, elles sont complémentaires. Après, celle que je trouve le plus intéressante, c'est le content marketing. Il y a un chiffre que j'utilise beaucoup qui est issu de McKinsey encore,
mais je trouve qu'ils ont des chiffres qui marchent pas mal et qui disent que 82% des bailleurs d'une entreprise ont consulté au moins 5 contenus de ce fournisseur de services ou de produits d'application. Donc ça prouve bien à quel point il est indispensable de partager le bon contenu. Et j'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'ai consulté hier d'une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Marcus Sheridan, qui est un keynote speaker aux États-Unis, qui a été un des owners d'une entreprise qui s'appelle River Pools and Spa de piscine, mais qui est très très axé content marketing, et c'est assez impressionnant. Et il disait qu'effectivement ils ont constaté que lorsqu'un client consultait au moins 30 pages de contenu sur leur site internet, sur différents contenus, etc., ils avaient un taux de closing qui était à 80%, donc qui était assez exceptionnel. Et donc la partie du content marketing, c'est vraiment une partie que j'adore parce que on est libre de faire un peu tout ce qu'on veut. Ça permet de travailler sur des nombreux supports, des webinaires, des témoignages clients, écrits ou vidéos, des articles, des livres blancs. Ça permet aussi de faire différents types de campagnes. Si on veut faire des campagnes plutôt de masse, de notoriété, des campagnes plus tactiques, lead generation sur des cibles bien spécifiques, sur des buyers persona bien spécifiques, de faire du nurturing et de travailler sur différentes thématiques aussi, que ce soit de l'adoption, de fidélisation, ou même de l'upsell ou du cross-sell, jusqu'au win-back pour aller rechercher des clients qui sont partis. Donc c'est toujours intéressant. Et puis quand on commence à travailler sur tout ce qui est témoignage client, ça apporte une richesse humaine incroyable parce que, encore une fois, stratégie gagnant-gagnant, les personnes sont ravies de partager, de partager leur expérience, de partager aussi leur stratégie. Quand un client va te dire « Ah bah moi je veux être le premier à faire tel truc et j'ai envie d'en parler dans ma vidéo », il se met en avant. Toi, tu utilises aussi ce contenu-là, donc on est vraiment sur une bonne stratégie intelligente et puis qui va apporter beaucoup à chacun. Donc voilà, c'est vraiment le sujet que j'apprécie le plus. Et je sais pas, t'as peut-être un exemple? Ouais. Alors j'ai travaillé effectivement avec un client qui a une bonne position sur son marché, mais qui avait besoin de développer sa notoriété et qui souhaitait vraiment insister sur la partie transformation digitale. Et on a pu faire la totale avec lui. C'est-à-dire que on a fait le tournage vidéo, on a fait le partage d'expérience écrit, on a fait le communiqué de presse, on a fait un webinar et assez exceptionnel. Pendant ce webinar, donc d'environ 30 minutes, il y a 5 personnes de l'entreprise qui sont venues parler, du CEO jusqu'à un niveau très opérationnel, très terrain. Et tous avaient quelque chose à dire, tous voulaient participer, c'était un exercice qui leur tenait à cœur. Et alors de leur côté, je suppose qu'il y a eu des bonnes retombées parce qu'ils ont gagné énormément en visibilité. Du côté du fournisseur de solutions, ça a été identique parce qu'on a pu développer la notoriété sur ce marché-là. Donc ça a vraiment été une bonne utilisation du content marketing. Et en plus sur la partie, ce qui est super intéressant sur la partie content marketing, et c'est en ça aussi où en termes de stratégie d'acquisition, c'est un sujet qui est très fort, c'est qu'on réutilise beaucoup le contenu sous différentes formes, on le remodèle en fait. On peut faire par exemple une étude de marché, en faire une infographie, en faire un report, en faire des flash news sur les réseaux sociaux. Donc en fait, le ROI est beaucoup plus intéressant est très intéressant sur ce type d'activité. Est-ce qu'il y a une ressource en marketing que tu conseilles aux personnes de suivre? Ouais, alors je suis un fervent admirateur, défenseur de la HubSpot Academy. Ils ont créé l'inbound marketing et je trouve ils ont des formateurs qui sont assez exceptionnels. Il y a une version qui est gratuite et qui permet à beaucoup de personnes de se former sur ce domaine-là. Il y a la version bien sûr payante lorsqu'on utilise les solutions HubSpot, mais c'est vraiment super intéressant. Ça fait intervenir différentes personnes. C'est d'ailleurs là où j'ai découvert Marcus Sheridan.
J'aime beaucoup l'entendre raconter ses anecdotes, ses success stories. Et il y en avait une d'ailleurs dont il a parlé sur un parcours Sales Enablement que j'ai fait sur HubSpot et que j'ai mis en application d'ailleurs et qui fonctionne. C'est quelque chose d'assez simple, mais c'est en fait, il expliquait que donc quand il vendait ses piscines et qu'il arrivait chez un prospect, en moyenne, il constatait de son point de vue et aussi du point de vue des autres commerciaux que les prospects posaient en général les 15 mêmes questions. Toujours les mêmes questions, toujours ces 15 questions qui revenaient. Il pouvait y en avoir quelques-unes qui se rajoutaient au fil de l'eau, mais il y avait toujours 15 questions qui étaient similaires d'un prospect à un autre. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est il s'en est rendu compte au fur et à mesure de ces meetings. Il en a parlé à son équipe commerciale. Ils ont fusionné ces différentes questions et en fait, ils ont créé du contenu pour chacune de ces questions. Si on va demander, alors lui il était sur les piscines, donc si on va demander la rigidité d'une coque en plastique par rapport à un liner plutôt souple par exemple, eh bien il va créer un contenu sur ce point vraiment très précis. Et une fois qu'il aura hameçonné des prospects, qu'il leur aura partagé du contenu, potentiellement ils auront consulté ces contenus. Donc ils auront obtenu les réponses à ces questions. Le premier point, c'est que ça permet vraiment d'écrémer. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont finalement pas à la recherche des solutions qu'il propose, elles vont pas le contacter, donc il ne va pas perdre de temps. Et le taux de transformation, il va être drastiquement augmenté au fur et à mesure du sales funnel et du marketing funnel, parce que passer de MQL à SQL, ça se fera mieux et surtout avec les bonnes personnes. Et puis après derrière, les prospects ont déjà les réponses à leurs questions assez génériques, on va dire, et vont pouvoir se focaliser vraiment sur du spécifique qui vont être game changer et qui vont permettre de closer le deal à la fin. Donc encore, c'est un win-win. Le client il gagne, il est servi rapidement, l'entreprise gagne parce qu'elle augmente son revenu et ne perd pas de temps avec les mauvais fits. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a un livre que tu adores en particulier? J'adore le livre et j'adore le TEDx de Simon Sinek et le livre Start with Why. C'est vraiment quelque chose d'ultra simple, mais vraiment d'exceptionnel. Dans mon équipe, on applique cela pour chaque action. Et c'est en fait, donc Start with Why, ça veut dire vraiment à chaque fois se demander pour quelle raison, pourquoi est-ce qu'on fait cela. Donc définir le why, how, what. Et pouvoir se dire pourquoi on le fait, comment on le fait et concrètement qu'est-ce qu'on va délivrer. Et on peut l'appliquer surtout lorsque j'ai construit le site internet, on s'est vraiment dit ok, cette page, quel est l'objectif de cette page concrètement, pourquoi est-ce qu'on fait cette page? Si on n'a pas de raison, on la fait pas. Mais par contre, si on l'a fait, il faut que ça fonctionne. Donc comment on l'a fait? Pourquoi on l'a fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça transforme et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur concrètement pour justement atteindre l'objectif. Et on peut tout faire avec ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une méthode qu'on peut s'appliquer à chacun. Moi je me l'applique dans ma vie personnelle autant que je peux aussi. Voilà, on peut tous trouver les raisons quand on arrive au mois de novembre, qu'il pleut, qu'il fait froid et qu'on n'a pas envie d'aller à la salle de sport. Si on arrive à trouver son pourquoi et qu'on arrive à se dire bon ok c'est vraiment pour ça donc il faut que j'y aille. Comment j'atteins mon objectif? C'est en allant passer 1 heure, 1 heure et demie à la salle et puis derrière je serai satisfait, je serai plus heureux, etc. On arrive à se motiver et à déclencher vraiment la différence qui joue entre la réussite et puis le fait de stagner. Pour clôturer l'interview, si tu devais donner un conseil à toi, il y a 1 an, pour devenir un meilleur marketeur aujourd'hui, ce serait quoi? Je pense que ça serait, en fait, si je le résume en 3 mots, ça serait test, learn, improve. Tout simplement, parfois, on a le nez dans le guidon et on a des tâches à réaliser, des objectifs à atteindre, et puis on sort pas forcément la tête de l'eau. Il y a un moment, c'est bien de se dire, ok, là j'ai fait ça, maintenant je vais voir vraiment si ça fonctionne dans le détail, et puis je vais faire en sorte de l'améliorer si c'est pas le cas, parce que dans la partie content marketing ou dans la partie social media, SEO, SEA, etc., on a cette chance de pouvoir tester plein de choses, plein d'alternatives, plein de manières de faire, plein de manières de construire un discours.
Et il faut le faire, faut tester, et puis on voit ce qui fonctionne, et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On essaie un nouvel axe d'approche, et puis on essaye de faire encore mieux. Donc ça serait vraiment ça, prendre le temps parfois d'aller essayer, d'aller faire un peu plus d'A/B testing, pas forcément que sur le site internet, mais de manière générale, et voilà, vraiment prendre le temps de le faire. C'est aussi ma philosophie sur le marketing et aussi sur toute la vie en fait. C'est un ensemble Ouais. de tests et d'optimisation et de learning permanent. C'est comme ça qu'on évolue en fait. Exactement. Ludovic, merci beaucoup d'avoir apporté toute cette valeur. Franchement, je pense que les gens ils sont énormément appris. J'espère qu'ils ont pris des notes. Écoute, c'était avec plaisir. Merci beaucoup à toi pour cette invitation. Un plaisir d'en parler avec toi et puis avec la communauté de ton podcast Marketing B2B. Et du coup, si les auditeurs ils veulent en savoir plus sur toi ou bien te contacter, quels sont les meilleurs moyens de te trouver sur Internet? LinkedIn, le meilleur moyen, voilà, Ludovic Butiens, Kernial Group, et voilà, vraiment aller sur LinkedIn, mail perso, je réponds, j'essaie de répondre le plus rapidement possible, donc avec plaisir pour discuter, échanger, et j'aime beaucoup pouvoir échanger avec des pairs sur différents domaines de marketing, stratégie mise en place, success story, etc. Donc avec plaisir pour en discuter. Ok, super. Je vais mettre le lien dans la description du podcast. Merci beaucoup Ludovic, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.